Bien, là, bonjour à tous. La régie me fait signe que c'est bon, donc j'ouvre l'atelier consacré à l'avion propre, un atelier qui se découpera en 2 sessions. Et je voulais dire à toutes celles et ceux qui nous suivent en présentiel ou derrière leurs écrans qu'il y aura à chaque fois une session questions-réponses. Pour cette première session, c'est la thématique du rôle des startups dans la longue marche vers l'avion propre, l'avion zéro émission, l'avion décarboné, vous l'appelez comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est de moins polluer. Pour en parler, Nathalie Stubler qui anime, voilà, donc Nathalie Stubler qui dirige et anime surtout la compagnie aérienne Transavia, filiale du groupe Air France KLM, Florence Robin, qui est cofondatrice et présidente de la start-up Limatech, et Xavier Titelman, consultant aéronautique, notamment pour un certain nombre de pépinières de start-up. Donc je commence la première question avec Nathalie. Si ma mémoire est bonne, Transavia fait travailler des start-up déjà, dans son travail de réduction de son empreinte carbone. Alors oui, je vais essayer de témoigner de ce lien avec les startups. Effectivement, on pense que toutes les ressources ou les compétences ne sont pas nécessairement dans l'entreprise. Et on a eu l'occasion, alors sur nos opérations aériennes qui ont été très innovantes là-dessus, de rencontrer des startups. Alors je vais en citer 2, mais une troisième plus récemment, qui nous ont aidés à partir de leurs compétences à progresser en écopilotage. Alors l'écopilotage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une façon de réduire les émissions de CO2 avec des opérations plus économes en carburant. Et donc, on a été compagnie de lancement, on les a aidés à mettre en œuvre leur premier outil. Je vais citer Open Airlines, c'est une start-up toulousaine qui a déjà eu pas mal de prix d'innovation et qui depuis, après Transavia, a vendu son outil à d'autres compagnies aériennes. C'est un outil de mesure à partir de toutes les datas de vol. Donc, ils ont accès à toutes nos données de vol et qui mesurent des bonnes pratiques d'écopilotage. On va parler de la descente continue, par exemple, qui est un facteur clé pour la réduction des émissions de CO2. On a aussi été compagnie de lancement. Pareil, donc on a accepté d'être un peu, je dirais, balbutiant avec eux sur leur outil. Une autre start-up qui s'appelle Safety Line. Alors, je pense que c'est plus trop une start-up. Maintenant, elle a été rachetée par un grand groupe, par Sita. Et avec eux, on a travaillé sur des profils de montée. Donc vraiment, là aussi, à partir de nos datas, optimiser à partir de vitesse rentrée par les pilotes, les profils de montée des avions. Et donc ça nous a fait aussi beaucoup gagner. L'écopilotage ou ces mesures opérationnelles, ça peut être entre 3 et 5%. Donc ce n'est pas négligeable, parce qu'on sait que la route vers l'aviation décarbonée va se mesurer par une addition de toutes ces initiatives. Et puis enfin, plus récemment, on a fait travailler une autre start-up, Smart Airport System, pour un pilote d'utilisation au sol, pour éviter d'utiliser notre moteur auxiliaire, l'APU. Donc ça, c'était cet été. Et on va en tirer toutes les leçons. Ce que je trouve aussi intéressant avec ces startups, c'est qu'elles se sont aussi professionnalisées ou labellisées. Elles ont, en tout cas pour ces 3, eu le label de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'avoir cet écosystème qui travaille avec nous maintenant et reconnu aussi parmi les 1000 solutions pour effectivement aider l'aviation à réduire ses émissions. Voilà le témoignage que je voulais apporter ce matin. Très bien. Écoutez, Madame Florence, la parole est à vous. Vous concevez, enfin votre entreprise, votre start-up conçoit et développe des batteries au lithium avec une cible, la filière aéro. Expliquez-nous un petit peu, un peu plus sur ce que ces fameuses batteries pourront améliorer, notamment que vos projets, vos produits, vos futurs produits ont été sélectionnés et primés à 2 reprises, d'abord par Airbus Développement et puis plus récemment par la Commission européenne dans le cadre de son Green Deal. Oui, en effet. Bonjour à tous, donc Florence Robin, présidente et fondatrice de Limatech. Donc Limatech, effectivement, on fabrique des batteries au lithium pour l'aviation dans le but de la décarboner. Alors dans l'aéronautique, il y a 3 grandes phases pour réussir à décarboner l'aviation. La première phase, du coup,
ça va être de remplacer les systèmes électriques, enfin d'alléger les avions actuels. Donc alléger les avions actuels, ça peut être par le remplacement des batteries actuelles par des batteries plus légères. Ça peut être aussi par le remplacement des systèmes hydrauliques ou pneumatiques pour ouvrir les portes, pour gonfler les toboggans, etc. par des batteries au lithium également. Donc toujours dans ce but d'économiser du poids et donc du kérosène. Donc ça, c'est seulement la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est vers l'hybridation. Donc ça, c'est comme pour l'automobile, finalement, ça suit le même chemin. Et ensuite, après l'hybridation, on a l'électrification, donc le full électrique. Et donc pour ces deux étapes suivantes, là, il va falloir aussi des batteries au lithium, mais plus haute tension. C'est-à-dire que les premières, c'est plutôt des basses tensions, et par la suite, c'est des hautes tensions. Mais il y aura toujours des basses aussi. En fait, on double le marché. Voilà. Merci. Xavier, on peut aller encore un peu plus loin. Est-ce qu'une compagnie aérienne ou un constructeur peut encore aller un peu plus loin pour activer un peu les innovations proposées par les startups? Oui, et on le voit tous les jours. Alors, il y a là des exemples opérationnels. Florence, ces systèmes vont être testés sur Airbus Hélicoptère. Tout ce que tu fais avec Transavia, évidemment, on intègre des startups pour aller beaucoup plus rapidement vers une accélération. Et cet esprit startup, moi je parle, en fait, c'est plus réellement juste les startups, c'est leur esprit, c'est leur façon de travailler. Il y a une vitesse de mise en œuvre qui est exceptionnelle. Ils arrivent à lever des fonds très très rapidement, et ce qui permet d'avoir des résultats opérationnels d'une manière exponentielle. Mais il ne faut pas se limiter à eux, à mon sens. J'étais par exemple hier à Glasgow avec le Boeing sur l'éco-démonstrateur. Ils intègrent 20 nouvelles technologies tous les ans sur leurs avions, des avions de ligne classiques de compagnie aérienne, pour tester et pour accélérer leur mise en œuvre. Chez Safran, j'étais la semaine dernière, ils sont en mode start-up. Pour les moteurs électriques que tu viens d'évoquer, ils ont fait 5 versions de leurs moteurs électriques en 3 ans. Donc ça va à des vitesses folles. Et puis tu étais avec moi chez Airbus il y a 2 semaines. Pareil, on voit des choses qui sont incroyables. Donc ce mode start-up, l'accélération des start-up, par exemple Starburst Accelerator qui a un incubateur de start-up avec le programme BLAST que tu connais bien également, qui fait qu'on a comme ça des dizaines de start-up qui arrivent à trouver leur marché beaucoup plus rapidement par des réseaux. Et peut-être que c'est ça la force, c'est qu'aujourd'hui on est en train de se structurer autour des accélérateurs pour les mettre en œuvre, pour arriver à avoir des applications qui soient opérationnelles très rapidement. Nathalie, vous avez donné 3 exemples concrets de votre partenariat avec des startups. Est-ce qu'une compagnie aérienne a encore des domaines d'action où elle pourrait activer des innovations apportées par les startups? Oui, bien sûr, hein, parce que c'est une recherche, je dirais, vraiment continue pour essayer de réduire nos émissions. On parlait de la masse embarquée à bord. Effectivement, on travaille sur cette diminution de la masse, puisque tout kilo embarqué fait consommer plus de kérosène. Et donc là-dessus, c'est une recherche infinie de possibilités. Sur ces sujets opérationnels, là j'ai beaucoup cité les data pour les 2 premières d'entre elles. C'était aussi très important, parce que c'est un domaine qui va aller très très vite. Donc c'est toujours être à l'écoute de toutes ces innovations. J'ai cité aussi les opérations au sol. Je pense que là aussi, on va avoir de nombreuses innovations rendues possibles, comme l'a dit Xavier, start-up ou autres grands groupes qui ont des possibilités d'accélérer ces domaines d'innovation. Donc moi, j'ai vraiment la conviction qu'on va effectivement, grâce à toutes ces initiatives, tracer ce chemin vers l'avion décarboné. On sait qu'il est long, hein, les technologies citées sont un peu plus moyen terme, mais déjà tout de suite, c'est très, très important de réduire nos émissions. Florence, Xavier disait que vous étiez en discussion, ou voire même déjà en phase d'intégration d'essai chez Airbus Hélicoptère, mais vos batteries ne visent pas que les hélicoptères. Enfin, il y a un champ d'application un peu plus large. Par exemple, que peuvent vos batteries faire pour aider une compagnie aérienne comme Transavia? Alors en effet, l'entrée du marché, pour nous, c'est les hélicoptères, parce que c'est là où ils ont le plus besoin de gains de masse. C'est aussi des plus petites batteries. Donc c'est plus facile pour nous de commencer sur une ligne de production qui fabrique des petites batteries plutôt que tout de suite se lancer dans les grosses batteries, quoi. Bon, effectivement, c'est pas que pour les hélicoptères, c'est vraiment pour tout l'aéronautique, mais pas que. Ça peut aussi aller sur la défense, tous les marchés qui sont assez normés, les milieux sévères. Donc les marchés défense, on a aussi des applications qui peuvent être
Dans tout ce qui est robotique, donc les engins par exemple de démantèlement des zones radioactives, ce genre de choses. On a découvert des applications pendant le projet en fait. Et pour des compagnies aériennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir la batterie comme un consommable. On doit la changer régulièrement. Et donc, c'est les compagnies aériennes qui doivent gérer cette gestion de batterie. Alors, ils passent par des centres de maintenance la plupart du temps. Il y a des constructeurs qui ont leur centre de maintenance agréé également. Et donc, je pense que pour une compagnie aérienne, le fait de gagner du poids, c'est important. Ça fait économiser effectivement du kérosène, donc du CO2 à la fin. Je pense que ça peut aussi apporter une capacité d'emport plus importante. D'accord, donc vos cibles principales sont d'abord les constructeurs et les équipementiers et pas forcément les utilisateurs, les exploitants, si j'ai bien compris. Les utilisateurs finaux sont les clients de nos clients. D'accord, merci. Xavier, donc oui, tu citais, vous citiez l'esprit d'innovation, l'état d'esprit, etc. Mais tous les projets ne sont pas forcément bons, n'arrivent pas tous forcément au bout de la route. Alors, oui, c'est vrai, mais il faut quand même tester. Et il y a un certain nombre d'innovations de rupture qui peuvent venir de ces startups ou de projets très innovants dont on attend au début pas grand-chose. Mais après, le problème aussi de l'aviation, c'est qu'elle repose beaucoup sur d'autres acteurs. Les carburants alternatifs durables, ça va être quelque chose de massif. Ça va quasiment 50% de la réduction des émissions de CO2 du secteur vont venir des carburants alternatifs durables qui ne doivent pas être en concurrence avec l'alimentation, avec la nature. C'est-à-dire pas d'huile de palme, pas de maïs, vraiment des déchets. Et pour ça, on attend beaucoup des startups qui vont trouver des nouvelles voies. Et ces startups, quand elles fonctionneront, elles seront intégrées par les très grands groupes comme Total Energy et les autres. Donc en réalité, il y a une globalité, il y a une vision qui se fait avec tout le monde. Les compagnies aériennes, elles attendent aussi par exemple que le contrôle aérien s'optimise. Le contrôle aérien, si on l'optimisait sur l'Europe, c'est tout de suite 10% de réduction des émissions de CO2, sans changer quoi que ce soit aux avions. Donc, très clairement, il y a encore beaucoup de travail. Et certains projets qui sont lancés aujourd'hui, qui paraissent peut-être improbables, il y a 5 ans, quand on parlait de drone taxi ou d'avions électriques, ça paraissait hautement improbable. Maintenant, on est en train de certifier des avions de 6, 8, 10 sièges qui vont être 100% électriques. Et puis on voit un petit peu plus loin, fin de la décennie, peut-être 70 sièges. Et puis vous avez des sociétés très ambitieuses, comme Wright Electric, qui travaille d'ailleurs avec EasyJet, qui veut faire un avion de 180 sièges, 100% électrique en 2032. Donc on est vraiment sur une accélération de cette transition. D'accord, mais il faut aussi quand même que tout le monde accorde ses violons et trouve le bon tempo. On est bien d'accord. Et c'est vrai que chaque entité ou chaque participant à cette longue marche a forcément des calendriers différents, des contraintes différentes. Non, Florence, c'est quand même peut-être déjà un premier obstacle à surmonter pour une start-up. Identifier non seulement la bonne cible, mais accorder un petit peu le calendrier avec ce que veut votre cible et ce que vous pouvez faire. C'est vrai que la première chose, c'est de faire valider le produit au marché, donc ce qu'on appelle la validation marché. Au début, on part avec une idée, on n'a pas encore le marché, on fait quelques études de marché, ok, on n'a pas encore un proto à montrer au marché. Donc la première étape, voilà, c'est faire un démonstrateur, déverrouiller la technologie, ensuite on fait des protos, on fait des salons, là on valide le marché, et une fois que c'est validé, eh bien là on peut commencer à parler de partenariat avec du coup des entreprises telles qu'Airbus, Dassault, d'autres. Et c'est pas encore la fin en fait, c'est que le début finalement, le partenariat, disons que c'est une première étape clé. Et une fois qu'on se lance là-dedans, après on fait les ajustements, on récupère surtout les exigences du client. Des fois au début on n'a pas forcément toutes les exigences, et puis ils ne nous les donnent pas toutes, parce qu'au début ils ne croient pas forcément au projet. Puis une fois que on a quelque chose d'un peu plus concret, ils vont nous donner les vraies exigences. Et là, on va pouvoir les intégrer. Et donc, on repart encore dans un cycle de développement, etc. Pour à la fin, vraiment, finir par un vrai produit. Mais du coup, on est sur des cycles très longs. Surtout dans l'aéronautique avec la certification. Donc, on est sur des cycles de 8 ans minimum.
Justement, je passe la parole à Nathalie parce que j'allais de toute façon enchaîner avec vous. Oui. Voilà, Comment vous avez avec, après ce qu'elle vient comment Transavia a justement fait sa sélection et sur quelle base? Alors, nous, on n'était pas dans la partie construction, On est bien d'accord. qui est quand même aussi extrêmement clé, certifiée, réglementée. Mais pareil, cette phase d'échange sur l'utilisation des datas. Alors, la plus récente, c'était effectivement avec SafetyLine. C'était tout à fait intéressant d'avoir cet échange, parce qu'ils sont arrivés avec leur idée. On peut optimiser les profils de montée à partir de vos datas. Les pilotes vont rentrer des vitesses. Et donc, on a eu toute une phase, effectivement, avec eux, d'échange, avec nos pilotes aussi. C'était passionnant, en fait, cette phase. Et puis, quand on a vu les chiffres sortir, c'était aussi pour nous un encouragement à se dire oui, il faut absolument qu'on sorte ce produit et qu'on l'utilise, parce qu'on voit tout de suite les gains de carburant et donc à la fin les gains d'émissions de CO2. Mais cette phase d'échange est tout à fait intéressante. Bon, nous c'était sur les datas, c'était sans doute plus rapide que ce qu'elle expérimente en ce moment sur la partie plus construction. Merci. Xavier, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, simplement que quand on voit à quel point il y a un volontarisme, on voit aussi que parfois il y a la certification qui peut bloquer. On imagine, par exemple, je vois une entreprise qui fait des trolleys beaucoup plus légers. Mais sauf que le matériau qu'ils veulent utiliser n'est pas certifiable, parce qu'aujourd'hui on n'a pas imaginé qu'on puisse faire ça avec autre chose que du métal. Et donc déjà la certification, parfois il faut aussi que les autorités de régulation puissent aller un petit peu plus vite pour être capables de produire des documents techniques de référence. Et il y a aussi un frein de ce côté-là, parce que parfois tout le monde est prêt, on est aligné, on a validé tout ce qui est capable de valider pour pouvoir mettre ces systèmes dans les avions, mais après on a ce frein réglementaire. Je vais donner l'exemple, pareil, des drones taxis. Les drones taxis, on sait que même si c'était totalement autonome et fiable maintenant, on n'aurait pas de certification pour l'autoriser avant 2028. Et donc le temps de faire les tests, ce ne serait pas avant 2032. Alors que potentiellement, on pourrait être techniquement beaucoup plus rapide que ça. Merci Xavier. Ben, je crois qu'il est temps d'ouvrir la session questions-réponses. Donc, si l'une ou l'un d'entre vous a une question à poser. Non, je sens que le présentiel est un peu engourdi ce matin, mais c'est normal, on sort d'une longue période d'hibernation. Ah, si, il y a un monsieur. Alors, attendez. Excusez-moi. Oui, merci beaucoup. Je tiens, oui. On a parlé beaucoup pendant pas mal de temps des avions électrosolaires. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. On peut comprendre pourquoi. Les batteries électriques sont devenues beaucoup plus importantes et on pense que la contribution solaire devient négligeable et pas intéressante. Bon, eh bien, quand on peut avoir des solutions qui permettent d'améliorer la rentabilité solaire d'un facteur 20 par rapport à Solar Impulse, ça change complètement la donne. Et donc, il serait extrêmement intéressant de pouvoir parler avec les gens qui s'intéressent au développement de l'avion propre ou en complément de l'hydrogène que l'on connaît, qu'on veut développer. Eh bien, il serait extrêmement utile d'avoir aussi la contribution solaire quand elle devient quelque chose qui n'est plus quelque chose de négligeable. Je parle d'un facteur 20 par rapport à la puissance que l'on peut produire par rapport à Solar Impulse. Les gens de la fondation de Solar Impulse en sont totalement conscients et ils sont extrêmement intéressés par le sujet. Et ça peut se faire avec des matériaux plus avancés qu'on ne maîtrise pas beaucoup, qu'on ne connaît pas beaucoup encore en Europe et presque pas du tout en France, même dans les CNRS les mieux placés. Or, il y a des choses qui commencent à se développer dans les nanotechnologies avec les mêmes types de matériaux qui permettent d'aborder ces questions avec les anti-réflexions en particulier et plusieurs autres choses qui existent et qu'il suffit d'assembler. Quelle est votre question ? Je demandais quelle est la place de l'avion électrosolaire compte tenu de ce que je viens de dire. Alors, en tout cas, de mon point de vue, effectivement, il y a plein de projets qui sont en cours. Si on regarde Solar Stratos, maintenant, il arrive à décoller, il fait même du saut au parachute depuis son avion qui est électrique, qui ressemble à un gros planeur. Par contre, le problème, c'est aussi le volume. On a un besoin d'énergie qui est considérable, et même si on avait un rendement de 100% sur les cellules électriques, parce que la taille des ailes est quand même relativement petite, ça représenterait que 1%. Si on avait un rendement de 100% en récupérant toute l'énergie électrique solaire qui tombe sur les ailes, ça représenterait que 1% de ce dont on a besoin pour faire avancer un avion à 900 km/h malgré sa masse. Alors vous pouvez faire des ailes beaucoup plus grosses si vous voulez. C'est une question
Alors, non, mais là, vous parlez du rendement électrique des cellules en elles-mêmes. Mais il y a quand même une taille de l'avion, une surface à l'air qui est limitante en réalité. Bon, je crois qu'on Certainement. on manque de micro. Hein. Ouais, voilà. Certainement, ouais. Mais c'est pour ça que je dis, si on avait 100% de l'énergie solaire sur la totalité de l'aile et de la surface à l'air et aussi sur le toit, ça représenterait toujours qu'une proportion infime, mais il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que vous avez un travail sur certaines peintures pour intégrer également ces technologies-là. Je vais être obligé d'écourter cet échange passionnant. Voilà. Donc si l'un d'entre vous, enfin l'une d'entre vous ici présent a une question, oui, il y a un jeune homme. Ah bon. Oui, bonjour. J'avais une question un peu sur les tendances que vous imaginez sur les tailles et les types d'avions, on va dire sur les 20 prochaines années. Parce qu'avec l'échec de la 380, d'un côté, qui limite de plus en plus, en gros, la stratégie hub à hub avec des petits avions, on est plus sur des avions à première vue type A320, enfin moyen courrier. Enfin, c'est quoi un peu la tendance que vous imaginez sur les... Enfin, au-delà de la partie de la transformation énergétique, sur le type d'avion et la taille des avions qui vont arriver? Alors qui prend cette question? L'exploitant. Voilà, le point de vue de l'exploitant. Alors, le point de vue de l'exploitant, bon, alors nous, c'est assez simple. Hein, on est une compagnie low cost. C'est important dans notre rayon d'action d'avoir un seul type avion. Donc ça, le modèle est aussi pour d'autres compagnies du même type que le nôtre. Mais le système de hub aussi va continuer à vivre et à se développer. Donc il y a aussi, en complément de ce type d'activité point à point, une activité long courrier, moyen courrier, avec là encore des capacités de développement sur des avions long courrier, wide body comme on dit en anglais, qui vont continuer à se développer. Donc je ne vois pas d'antinomie en ce moment à dire la taille de l'avion. Il n'y a pas de tendance qui va jouer sur la taille de l'avion. Les systèmes de hub continuent d'exister et les compagnies point à point continuent de se développer. Donc pour moi, les deux types avions vont continuer d'exister, en tout cas dans un avenir très proche. Je vais passer la parole, excuse-moi Xavier, à Marwan, histoire d'animer un peu le débat. Marwan Laoud, pardon. L'échec du 380, c'est pas l'échec des gros avions. C'est la fin des quadrimoteurs. C'est une autre histoire. Les gros avions, quand on regarde même ce qui se passe sur les petits avions, les 320, c'est plutôt les 321 que les 318. Donc le fait d'optimiser le coût par kilomètre et par passager est toujours une réalité. Et donc plus on va avancer, plus les avions de ligne de la génération actuelle vont grandir dans leur catégorie. Le 350, ça sera le 1000, le 787, ça sera le -10, le 320, ça sera le 321. Et puis, ça ouvre de la place à des tout petits point-à-point. Et donc ça, c'est une chance en réalité pour tout ce qu'on est en train de discuter. Merci de ces précisions. Xavier. Alors, un tout petit point complémentaire, en fait, c'est a priori, quand on regarde des projections à 20 à 30 ans, on voit que le hub and spoke, donc ce qu'on a sur les compagnies legacy avec une escale, avec un hub, va croître, mais moins vite que le point-à-point direct. Parce qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, par exemple, Airbus développe la 321 XLR qui permet de faire des vols transatlantiques depuis une capitale régionale. On n'a plus besoin de faire d'escale entre Bordeaux et New York, par exemple. On a du coup beaucoup d'avions qui permettront de faire des vols directs, donc des avions du coup plus petits, mais qui peuvent faire des vols de 10-11 heures. À l'extrême inverse, on a un retour exponentiel du commuteur. Parce que le commuteur électrique, c'est des avions de moins de 20 sièges. Le commuteur électrique, c'est 60% de réduction des coûts opérationnels pour la compagnie qui va les exploiter, ce qui va permettre de nouveau d'être rentable sur des vols transverses entre capitales régionales. Le Tulle-Bordeaux sans escale à Paris, encore une fois. Du coup, on va quand même avoir une croissance dans les deux domaines, mais la croissance va surtout se faire sur les modules qui permettent de faire des vols directs sans escale. Et moi, je suis super heureux de voir que la 380 a quand même un avenir. Ils viennent d'annoncer chez British Airways qu'ils le relancent à partir du mois de novembre. Donc même les très gros avions continuent à avoir de l'avenir. Merci Xavier. Je ne sais pas s'il y a des questions en provenance des écrans. Non, c'est... Ah, par contre, il y a un monsieur. Alors, le micro. Non, au premier rang.
Bonjour, alors j'ai deux questions, je vais essayer de les poser très rapidement. Aujourd'hui, quel est le discours face à cette nouvelle génération qui refuse de prendre l'avion? Très sociaux de l'environnement, parce que j'ai vu tout un tas de publicités et l'intervention de Ben Smith sur le nouveau A220. Et la deuxième question, plus technique. Aujourd'hui, en termes de réduction de coûts, un avion, à partir du moment où il repousse la mise en route jusqu'au point d'arrêt de la piste, consomme assez de carburant. Et aujourd'hui, je voudrais savoir s'il y a des alternatives, justement, pour éviter de consommer de carburant avant son décollage. Ce qui est quand même conséquent par rapport au nombre d'avions qui roulent sur les taxiways, sur un aéroport. Merci. Je vais peut-être répondre à la première question. D'abord, on l'a vu avec la reprise et à l'issue de tous ces confinements, un fort appétit de voyager. D'abord, pourquoi? Parce que les gens ont besoin de retrouver leur famille. Le monde est ainsi fait que les gens n'habitent pas nécessairement, ne travaillent pas nécessairement à l'endroit d'où est origine leur famille. Donc ça, c'était un vecteur très positif de voyage aérien. Le tourisme aussi. Le tourisme fait vivre un certain nombre de régions et de pays. Donc c'est absolument clé de mettre en avant le côté positif de ces voyages. Donc ça, il faut qu'on le dise parce que voilà, on a besoin aussi de vivre, d'avoir ces activités économiques. Ensuite, sur la partie impact. Eh ben oui, on va dire que oui, on a un impact, oui, on émet du CO2, c'est vrai, on n'est pas dans le déni. Mais oui, on réduit. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on exprime haut et fort, toute la filière aéronautique, et pas, je dirais, pas en compétition les uns avec les autres, mais globalement, toute la filière dit oui, on émet et oui, on réduit. Et on réduit par tout un tas d'actions, la masse, les opérations, les avions de nouvelle génération, les nouveaux moteurs, les carburants alternatifs, voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on explique haut et fort et tous ensemble. Voilà pour ma première partie de la réponse. De la réponse. Alors il y a une deuxième question qui Je crois que c'était sur le Greta et l'effet Greta, plus ou moins ça. Non? Ah, sur le roulage. Ah, bah alors effectivement, sur tout ce qui est optimisation des opérations, le roulage, si on passait au roulage électrique, que ce soit intégré dans l'avion ou avec un système qui pousse, on peut économiser autour de 3%. Si on avait 100% des aéroports dans le monde qui fournissent l'électricité et la climatisation à l'avion plutôt que d'avoir à utiliser l'APU, c'est encore 2% de réduction. Après, tout ça, il faut simplement le mettre en œuvre et c'est pour ça qu'il y a un travail qui se fait aussi au niveau des aéroports. Et après, un dernier point juste sur cette dimension, les gens qui évitent l'avion, je pense que c'est un petit peu comme les végétariens. Globalement, ça ne réduit pas la consommation de viande en France. Et il y a des besoins. On a 25% des voyages en France qui sont faits par des gens qui n'ont pas le choix, des voyages affinitaires. Ils vont retrouver leur famille une fois par an. 25% c'est des professionnels et on a 50% de loisirs. Les gens, s'ils choisissent les compagnies les plus efficaces, s'ils choisissent de ne pas faire d'escale, ils réduisent de 30% leurs émissions. Donc un Paris-Bangkok en direct, c'est mieux. 30% de carburant si on fait une escale à Dubaï. Donc aussi, je pense que les gens peuvent choisir déjà dès maintenant de prendre les compagnies les plus efficaces. Transavia est la 5e compagnie la plus efficace au monde au dernier classement atmosphère.de. C'est génial. Il faut favoriser les compagnies efficaces. Vous avez des A321 Neo, c'est génial. EasyJet qui va parler juste après. On a des compagnies qui sont aussi super intéressantes. Et donc, chaque passager peut aussi faire le choix d'adopter des bonnes pratiques, de compenser. Il y a plein de choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Et je pense qu'on ne pourra pas faire un monde sans aviation. On ne fera pas le futur sans un champ de ruines dans l'aviation. Ce n'est pas possible. C'est trop fondamental dans l'économie. Florence, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelques chiffres par rapport au changement juste uniquement de batterie, même si ce n'est pas forcément encore une économie suffisante par rapport à ce qu'on espérerait. Sur un A320, par exemple, on pourrait faire économiser jusqu'à 120 kg. Et on a fait un petit calcul, on a vu qu'en seulement 5 années de commercialisation de nos batteries, donc ça équivaut à 30 000 batteries vendues, on pourrait économiser 2 millions de tonnes de CO2. Juste par le gain de poids. Merci Florence, merci Nathalie, merci Xavier pour cette première session. Merci. Qui a été passionnante de mon point de vue d'observateur. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée à vous trois. Donc j'annonce la deuxième session. Je crois que tout le monde est là cette fois. Donc je vous en prie, installez-vous. Parfait, je crois que tout le monde est installé. Donc le principe, c'est de garder son masque pour vous.
et de l'enlever lorsque vous vous exprimez. Donc deuxième session de l'atelier avion propre, ou l'atelier longue marche, très longue marche vers l'avion propre, et notamment avec, là encore, la vision de l'exploitant, la vision de l'aéroport, parce que c'est vrai qu'on voit les avions, mais on oublie très souvent qu'ils décollent d'un endroit bien particulier qui s'appelle un aéroport, et vision de la filière aéronautique civile face aux différentes options et aux enjeux technologiques qui sont liés aux différentes options qui s'annoncent d'ici 2050. Donc pour en discuter, Amélie Lumeau, donc vous êtes directrice développement durable et affaires publiques du groupe ADP. Bertrand Dubergeon. Bertrand Godino. Ah oui, pardon. Bertrand Godino, excusez-moi, qui est directeur général d'EasyJet pour la France et les Pays-Bas. Et vous venez de chez Apple d'ailleurs. Et Marwan Laoud, qui est le président du fonds d'investissement ACE Management Capital ou ACE Management Capital à la française ou à l'anglo-saxonne, et qui était, de par ses fonctions passées, est un très subtil et fin connaisseur de toute la filière, de ses forces et de ses faiblesses. Donc je commence par vous, Amélie. Peut-être la question la plus difficile. Donc on a bien vu, et c'était vrai qu'on a parlé du sommet Airbus à Toulouse, mais on a bien vu que c'était passionnant, mais que certains avaient des choix, des préférences. Les uns poussaient le carburant durable, les autres l'hydrogène, les autres la propulsion électrique. Donc pour un aéroport qui est censé alimenter tout ce petit monde, comment on fait? On les aide à choisir? Oui, alors en fait, si on raisonne en vision cible à horizon 2050, on peut se dire qu'effectivement, grosso modo, on aura de l'électrique pour du très court courrier, de l'hydrogène pour du moyen courrier et des carburants durables et probablement des carburants de synthèse pour du très long courrier, enfin pour du long courrier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à aller vers cet horizon cible 2050 et à être au rendez-vous de ce que nos clients attendent et donc être en capacité de fournir l'ensemble de ces carburants qui bien sûr a une complexité beaucoup plus forte qu'aujourd'hui où on fournit uniquement du kérosène aux avions. Donc ce que ça veut dire pour nous, c'est concrètement en quelque sorte se transformer en un hub énergétique, donc au-delà d'être uniquement un hub moyen de transport comme on l'est aujourd'hui, de fournir cette capacité d'intégrer des multicarburants à l'intérieur de nos aéroports. La chance qu'on a, c'est que les carburants durables sont totalement miscibles avec le kérosène. Donc on a une capacité aujourd'hui d'ores et déjà à alimenter les avions en carburant durable. Et on l'a d'ailleurs vu en mai dernier quand Air France a fait un vol Paris-Montréal avec 16% de carburant durable au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Et en revanche, on a bien sûr un défi beaucoup plus fort avec l'hydrogène qui se trouve être sans doute le carburant le plus prometteur sur le plan climatique puisqu'on a 0 CO2 et 0 effet non CO2, ce qui est effectivement extrêmement important pour l'aviation. Alors l'hydrogène, il y a toute l'interrogation sur le volume cible, toute l'interrogation sur la vitesse de la phase de transition. C'est clair que pour nous, ça veut dire adapter nos infrastructures. Ça veut dire adapter nos infrastructures dans un univers de risque parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui à quelle vitesse les autres aéroports s'adapteront aussi. Et donc la capacité à développer une flotte avion qui pourra aller d'un point A à un point B. Et donc là, ce qu'on fait aujourd'hui finalement, c'est se préparer à ça, c'est-à-dire engager les études sur le sujet pour comprendre comment incorporer au mieux l'hydrogène dans nos aéroports en ayant le minimum de coûts possible. Et c'est pour ça qu'on a notamment engagé un partenariat avec Airbus et Air Liquide sur ce sujet-là, juste avant l'été, pour travailler sur la vision de nos infrastructures pendant la phase de déploiement et en vision cible. Mais c'est effectivement une grosse inconnue pour nous et un défi passionnant. Bon, ben parfait. Donc là, c'est la compagnie aérienne qui va un peu aider l'aéroport à faire ses choix. Parce que, bon, EasyJet a fait le choix de l'électrique, mais pas seulement, la propulsion hybride également. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec Wright et également dans le cadre d'un partenariat avec Airbus. Alors, donc, vous avez fait le choix de l'électrique, pourquoi ? Alors en fait, nous, on a fait avant tout le choix, vraiment une figure de proue, de devenir la figure de proue en fait, de la décarbonation de l'industrie. Donc notre objectif, c'est avant tout d'arrêter à terme d'émettre des carburants polluants émettant du CO2 dans le ciel. Donc c'est vraiment ça notre objectif premier.
La deuxième chose, c'est effectivement, comme l'a précisé Mélanie, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la réponse pour du court courrier et pour du long courrier n'est pas la même. Et nous, on a l'avantage d'être spécialisés sur le court et moyen courrier. Et donc, on pense que ces technologies-là seront tout à fait adaptées. On parle là vraiment d'une notion de rupture. On ne parle pas d'évolution, on parle vraiment de rupture technologique. Et pour ça, on a besoin effectivement de s'appuyer notamment sur les aéroports pour qu'ils soient capables de nous fournir notamment l'hydrogène. Et on salue effectivement les efforts qui ont été faits, notamment sur l'aéroport de Paris, sur les aéroports de Paris, sur également les aéroports de Lyon, avec ces partenariats avec Airbus qui permettent de mettre à disposition à terme cet hydrogène qui sera nécessaire pour alimenter les avions. Donc dans le choix technologique, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est que depuis 2017, on a effectivement passé un accord de développement avec Wright Electric sur l'avion électrique. Et depuis début 2019, on soutient effectivement l'effort d'Airbus dans l'avion à hydrogène. Et on cherche vraiment à soutenir ce plan-là. On s'aperçoit également que le plan du gouvernement sur cet investissement est clé parce qu'effectivement la France peut être vraiment motrice sur ces sujets-là et on veut vraiment les accompagner sur cette transition. Mais en même temps, on est l'avion à hydrogène. En gros, on parle de sans doute 2035, d'après ce qu'on espère avoir avec Airbus. Mais d'ici là, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on fasse. Et on est extrêmement fiers d'avoir, comme David Edelman l'a mentionné tout à l'heure, effectivement investi dans des avions de nouvelle génération. On est le premier opérateur d'avions de génération Neo avec une flotte 100% Airbus, avec notamment 2 A321 Neo qu'on a accueillis, qui ont effectivement plus de place et qui permettent déjà de réduire de 15% les émissions carbone et par passager, et également de baisser les niveaux sonores de 50%. On s'aperçoit d'ailleurs que depuis 2000, par passager par kilomètre, on a baissé de plus d'un tiers nos émissions carbone, et donc c'est une transition qu'on veut accélérer et développer. Et puis, on a développé depuis plus de 10 ans, effectivement, des pratiques où on a un seul moteur en route au niveau du sol et des pratiques d'écopilotage qui permettent ces gains-là. Et puis, comme on est dans une période de transition, ce qu'on a fait aussi, c'est que depuis 2019, on a compensé l'ensemble de nos émissions carbone. Et on est très fiers aujourd'hui d'être la seule compagnie en France à le faire sur l'ensemble de nos vols. Et on continue à vouloir le faire dans le futur avec une notion de transition. Merci, merci. Monsieur Laoud, donc vu de votre fenêtre d'industriel. En fait, on vit une époque formidable. On est devant une transformation. Le mot rupture a été prononcé. Quand on innove, il y a deux façons d'innover. On fait des incréments ou la rupture. Et les deux approches ne sont pas en concurrence. Il ne faut pas les mettre en concurrence. À la fin du 19e siècle, quand on parlait de communication, si on se contentait de regarder le profit immédiat, on aurait investi dans les pigeons voyageurs et pas dans la radio. Quand on parle de décarbonation, il y a ce qui s'est passé, réduction des émissions. J'ai volé sur le 6e A320 et j'ai exploité ce vol d'essai en 88. Un 320 aujourd'hui, il y en a 12 000 depuis qu'ils volent. Ça émet 40% de moins que celui sur lequel j'ai volé en 88. Donc ça, c'est l'incrémental. Quand on parle d'innovation de rupture, en réalité, il faut regarder plusieurs voies. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, ça c'est la solution. Alors il faut avoir des certitudes, évidemment. Si on avance sans certitude, on avance dans le brouillard. Mais il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à chercher toujours la solution la plus adaptée ou les solutions les plus adaptées. Il n'y en a pas une seule. J'ai entendu et je suis assez en accord avec ça, ce qui se passe pour le moyen courrier, ce qui se passe pour le long courrier, l'électrique. Il faut accepter l'idée qu'à ce stade, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, eh bien on teste, on expérimente, on regarde, on évalue et petit à petit on affine. Il y a une chose dont je suis certain, il n'y a pas de sujet que les ingénieurs ne savent pas traiter. Il n'y a pas de problème qu'ils ne savent pas résoudre. C'est formidable d'ailleurs
de penser d'avoir cette approche-là. Aujourd'hui, c'est ce qui me motiverait si j'étais jeune ingénieur pour aller dans l'aéronautique. Alors du côté d'un aéroport, alors comment on discute, on dialogue avec les bureaux d'études? Parce que je suppose quand même qu'au sein du groupe ADP, il y a une cellule qui réfléchit à ces évolutions, soit justement à ce travail d'impressionniste que par petites touches mettait en avant Monsieur Laoud, mais en même temps il y a l'objectif final et les différents moyens d'y arriver. Oui, et ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on sort de notre zone de confort. C'est-à-dire que quand on est un aéroport historique, même si en réalité on a guère plus que 50 ans à Roissy comme à Orly, avec des réseaux de distribution du kérosène qui sont extrêmement performants, extrêmement robustes, etc. On n'a pas tellement de raison finalement au quotidien de parler aux constructeurs en fait, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est face à un changement qui embarque non seulement la totalité de la filière du transport aérien, mais même au-delà de ça, la filière du transport aérien et les acteurs de l'énergie, et qu'on est en train de constituer un nouveau réseau qui doit réfléchir ensemble à ce qu'est cette transition. Donc effectivement, c'est bien pour ça que nous, on a initié ce partenariat effectivement avec Airbus notamment parce qu'ils sont particulièrement à la manœuvre sur le sujet, qu'on travaille aussi dans le cadre de toutes les instances qui existent sur la recherche pour l'aviation civile, pour essayer de comprendre justement vers où on peut aller et ensuite adapter et faire nos choix d'investissement. Pour autant, je pense que comme ça a été dit, l'incertitude elle est là et elle restera là encore pendant 30 ans parce que de toute façon, cette phase de transition va avoir une importance cruciale. On voit bien que dans la phase de transition, quand on peut avoir une mixité entre une flotte traditionnelle, une flotte hydrogène qui ne peut pas totalement atterrir dans tous les aéroports, qui est peut-être pas totalement, qu'on ne peut pas totalement affecter d'une ligne sur l'autre en fonction de ces contraintes-là, ça crée un univers de contraintes à la fois pour l'exploitant aéroportuaire sur ces infrastructures et puis pour la compagnie aérienne. Et donc c'est bien dans cet univers-là qu'il va falloir qu'on apprenne à naviguer et qui du coup nous oblige justement à avoir ce travail beaucoup plus partenarial au sein de la filière et avec ces acteurs nouveaux qu'on découvre petit à petit, qui sont les acteurs de l'énergie qui vont devenir particulièrement importants dans le monde du transport aérien dans les années à venir. Monsieur Godino, vous voulez apporter un témoignage? Par exemple, quand EasyJet s'est lancé dans ses études sur la propulsion électrique et que vous avez commencé, enfin vous, pas vous, mais la compagnie aérienne, à prendre contact, à évoquer le sujet tout doucement avec les aéroports, que ce soit aéroport de Paris ou Londres, Heathrow, ou voilà, votre réseau européen est extrêmement conséquent. Est-ce que chez vous, il y a une cellule qui travaille et qui réfléchit, non pas toute seule dans son coin, mais qui travaille avec les aéroports, en avance de phase, avec les constructeurs, avec la filière? Alors oui, évidemment, on a une équipe qui est vraiment dédiée à l'innovation chez EasyJet. Et comme le sujet de la décarbonation est vraiment une priorité de la compagnie et un engagement, il y a vraiment toute une équipe qui est dédiée autour de ces sujets-là. Ensuite, nous, on est opérateur, on est une compagnie aérienne, on n'est pas constructeur. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de regarder à la fois quelles sont les startups qui innovent vraiment comme Wright Electric et en même temps nos partenaires historiques comme Airbus. Et puis, de travailler avec les aéroports et les fournisseurs d'énergie pour qu'on ait une solution complète pour quand ces avions seront disponibles. Oui, parce que, bon, très bien, chacun fait des efforts, il y a des objectifs à très long terme, on connaît les contraintes, elles sont techniques, logistiques, mais en même temps, il y a une pression en face qui est de plus en plus forte pour vous demander de réduire vos émissions de CO2. Et c'est vrai que j'entends certains discours, oh, mais 2050, c'est trop loin. Ils vont pas assez vite, malgré tout ce qu'ils annoncent ou veulent faire, ils vont pas assez vite. Alors, est-ce que vous auriez une réponse? Alors en fait, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire à court terme avec des avions de dernière génération qui consomment moins, avec de l'écopilotage, avec de la compensation carbone, et on est vraiment leader là-dessus. Ensuite, je pense qu'on est vraiment une des rares compagnies qui s'est vraiment engagée sur du net zéro, donc vraiment de plus émettre de carbone dans l'air d'ici 2050. Et donc on a effectivement cette rupture technologique à moyen terme et tous ces engagements à court terme
terme qui nous permet aujourd'hui d'être la compagnie la plus efficace sur ces sujets-là. Merci, monsieur Laoud. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste qu'on soit bien clair. Ça n'a rien à voir avec une quelconque pression. C'est la réduction des émissions dans l'aéronautique, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Ce n'est pas juste parce que j'ai entendu tout à l'heure la table ronde précédente, Greta, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, cette pression, entre guillemets, c'est une pression d'Européens, une pression d'Européens du Nord. Le trafic aérien en Europe, c'est 20 à 25% du trafic mondial. Et la croissance, hors Covid, oublions le Covid 2 minutes, la croissance, elle est certes en Europe, toujours, heureusement, mais la croissance du trafic, la croissance du besoin de voyage, elle est partout dans le monde. Donc ce n'est pas la pression, c'est justement une occasion unique pour l'aéronautique et une occasion unique pour l'aéronautique européenne d'être devant, d'être le leader. Donc il faut prendre la tête de cet effort de décarbonation, il faut être créatif, imaginatif, innovant pour rester leader. C'est pas une réponse à une quelconque pression, ni réglementaire, ni populaire, ni quoi que ce soit. Très bien. Amélie? Oui, en effet, les efforts de décarbonation de l'aérien, ça date depuis longtemps, puisqu'il y a déjà eu une division par deux des émissions par kilomètre, effectivement, depuis 25 ans à peu près. Et on est bien sur aujourd'hui un panel de solutions qui va permettre d'atteindre le net zéro. Et dans ce panel de solutions, il est clair que la performance énergétique des avions est déjà une première solution, que les carburants durables sont évidemment une solution massive qui est notre enjeu premier en fait à court terme, de réussir à développer l'usage et la production de carburants durables. Et on voit bien que là-dedans, il y a un défi économique qui est très important et qui va passer par le développement de capacités de production suffisantes pour atteindre un effet de masse et pouvoir développer l'usage par les compagnies. Ça sollicitera aussi bien sûr un accompagnement des pouvoirs publics, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait non plus entièrement par les acteurs privés. Et donc ça, c'est le défi de demain. Et bien sûr, ensuite, toutes les solutions de rupture qui vont pouvoir arriver, elles s'appuieront sur ces efforts qui auront déjà été faits. Et on sait bien que aussi, quand on parle de l'avion à hydrogène, en réalité, on va avoir un tel enjeu en 2050 de consommation d'énergie dans l'économie, de consommation d'énergie et d'hydrogène dans l'économie en général, que tous les efforts qui auront été faits pour alléger les structures avions et réduire la consommation d'hydrogène participeront à, on va dire, l'équilibre d'ensemble d'une économie française qui sera quand même, enfin, ou d'une économie mondiale qui aura une dépendance très forte aux énergies bas carbone. Donc c'est bien un panel de solutions, des projets incrémentaux qui se mettent en place au fur et à mesure et sur lesquels l'ensemble des acteurs est effectivement aujourd'hui mobilisé. Monsieur Godino, si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez la parole. Autrement, je passe on va peut-être passer aux questions-réponses. Bon, mais écoutez, si l'une ou... Ah, je vois que les mains se lèvent. Alors, voilà. Ah, autant pour moi. Bonjour, déjà, je vous remercie pour vos interventions. Alors, en fait, plus je vous écoute, plus je me dis que le titre est mal choisi, en fait. L'avion propre, en fait, vous auriez dû dire l'avion décarboné, parce que vous voyez simplement, selon moi, la question de la propreté de l'avion, simplement sous son angle énergétique, donc de décarbonation, d'utilisation justement d'autres sources d'énergie que le kérosène, que le pétrole. Moi, je pense qu'il y a d'autres aspects. Je pense notamment à la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on fait justement d'un avion une fois qu'il a atteint sa date de péremption, parce que comme tout produit, il dépérit aussi. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve qu'on n'a pas suffisamment traité la question, pas forcément ici, mais de manière générale. On voit justement la question simplement sous son angle énergétique. Et pour moi, j'allais dire qu'un avion propre aussi, c'est un avion finalement, un avion qui coûte moins cher. Si on le regarde simplement sous son angle, j'allais dire, énergétique, environnemental. Et puis enfin, on parlait d'éco-pilotage. Et l'éco-pilotage, pour moi, idéal, c'est un planeur. Voilà, merci. Planeur solaire, comme dirait votre voisin. Qui veut répondre? Oui.
Juste sur le recyclage d'avions, c'est une très bonne remarque, une très bonne question. Le recyclage d'avions, il s'est imposé à cette industrie dès quasiment l'origine de la construction d'avions, parce que dans les avions, il y a des matériaux assez rares finalement, des métaux, des alliages, et donc on va dire dès la génération du milieu des années 80, la déconstruction d'avions s'est imposée aux deux constructeurs et elle s'est imposée à leurs sous-traitants, à toute la chaîne logistique. Et en réalité, si on ne parle pas de la déconstruction, du recyclage de matériaux, du recyclage de métaux lourds, etc., c'est tout simplement parce que c'est dans la nature même de la chaîne. Alors on peut toujours faire mieux et on améliore régulièrement, en particulier sur toutes les matières et les produits qui sont utilisés dans la production. Il y a une lame de fond aujourd'hui pour revoir ce qui se passe dans les usines, mais vous avez tout à fait raison. Avion propre, c'est pas seulement les émissions, c'est aussi le recyclage. C'est pris en compte, il y a des efforts à faire, mais ça avance. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions peut-être du côté de l'assistance virtuelle? Non? Allez-y, allez-y. Oui. Est-ce qu'il y a des questions du côté? Oui. C'est l'impact des coûts et des prix des carburants, l'évolution des carburants. On voit bien que les carburants actuels qui sont carbonés, il y a des seuils de rentabilité et d'exploitation. Si par malheur les carburants devaient être multipliés par 2 ou 3 par exemple. Pour l'hydrogène, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. Donc les ruptures technologiques, c'est pas simplement pour affronter les quantités d'hydrogène qu'on pourrait produire, c'est aussi surtout une question de savoir à quel prix on peut les produire et les gérer. C'est pas seulement de les stocker. Et donc là, il y a des perspectives qui sont extrêmement importantes dans ces domaines-là, pour lesquels qui peuvent avoir une influence déterminante sur la planification de l'évolution et qui n'est pas simplement une planification qui repose sur une argumentation qui est très respectable et très louable et qui est même nécessaire, qui est purement politique et écologique. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les coûts des énergies renouvelables soient compatibles. Je prends un petit exemple. Dans le domaine de l'électricité produite par le solaire, on voit des sociétés qui ont investi dans des champs solaires qui sont en train de se désinvestir, qui cèdent leurs actifs. Pourquoi? Parce que si on rachète leur courant à un prix qui est beaucoup plus faible, l'exploitation d'un champ solaire, ce n'est pas rentable du tout. On n'y laisse que des plumes, on n'y fait que des pertes. Votre intervention, monsieur, montre bien que voilà, il y a des options qui sont là, disponibles ou plus ou moins disponibles, dans un calendrier plus ou moins long. Mais c'est vrai que chacun un peu défend sa filière. Les uns l'électrique, les autres le solaire, d'autres vont encore plus loin l'hydrogène. Donc voilà, il va falloir que tous les acteurs soient en capacité de se mettre d'accord. Au-delà du travail par petites touches, du peintre impressionniste, il y aura des choix à un moment stratégiques à faire et il faudra mettre de côté des options qui sont aujourd'hui considérées. Je crois qu'il y a une question du côté des... Alors, je vous passe le micro, comment ça se passe? Bonjour. On a parlé de réglementation ce matin. Quels sont les facteurs ou entités qui permettraient d'accélérer la mise sur le marché d'innovation, et notamment en matière de matériaux nanotechnologiques? Mazette, j'ai envie de dire. Bon, je sais pas, il y a quand même un ancien ingénieur qui est là avec nous. À moins que M. Godino, En fait, je pense qu'un des éléments qui est important, c'est notamment sur cette période de transition, il faut être sûr qu'il n'y ait pas déjà une réponse qui, comme on l'a vu sur les longs courriers et les courts courriers, qui sont potentiellement pas les mêmes. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. L'autre élément, c'est il y a un peu une tendance en ce moment de se dire on va profiter des pertes qu'on a eues sur l'aérien pour rajouter des taxes. Et l'objectif, clairement, c'est plutôt de dire, nous, ce qu'on pousse plutôt, c'est de dire
Il vaudrait mieux qu'il y ait plutôt un incentive pour investir dans des avions de nouvelle génération. Quand on voit qu'on met un A321neo, on économise tout de suite 15% d'énergie. Il y a des choses comme ça qui sont importantes qu'il faudrait favoriser pour être sûr qu'on puisse investir dans l'avion du futur et dans ces nouvelles technologies également. Merci. Monsieur Laoud. Deux volets de réponse. En complément de ce qui vient d'être dit sur l'incentive, il est clair que, je prends un autre exemple, plutôt que de taxer les émissions aux bornes de l'Union, s'il y avait un encouragement des compagnies aériennes, donc une aide financière au fond, pour les compagnies aériennes pour voler avec des SAF, avec des carburants durables, je pense que ça serait plus efficace. Et ce n'est pas un rêve. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Donc on pourrait essayer d'imaginer un truc comme ça. Le deuxième point, et je vous laisse la parole, je suis un ancien ingénieur d'essai en vol. Donc mes adversaires, c'était la certification. Hein, je me battais contre la certification pour qu'ils aillent plus vite. Et en fait, avec l'âge peut-être, je ne suis pas très chaud pour dire il faut que la certification se simplifie. Parce qu'à la fin de la fin, on emmène des passagers, on a la responsabilité de centaines de vies à chaque vol, et c'est quand même un peu plus rassurant pour tout le monde, pour toute la filière, si le certificateur fait son travail sérieusement. Ça prend du temps, mais c'est du temps qui est bien dépensé. Juste un point sur les SAF, c'est effectivement sans doute la solution pour les longs courriers, c'est sans doute pas la solution pour les courts et moyens courriers. Le fait de rajouter 1%, ça vous coûte à peu près 3,5% plus cher, alors que finalement cet argent, si on le mettait à investir dans des avions qui sont, comme je vous le disais, 15% plus efficaces, en fait le retour sur investissement serait beaucoup plus rapide. Et puis ça nous permet également d'investir sur des avions électriques ou hydrogène qui là auraient effectivement une baisse de 100% des émissions à terme. Ça serait sans doute plus efficace d'un point de vue environnemental. J'évoquais les SAF à titre d'illustration. Le point sur lequel on est en accord, c'est plutôt que de taxer, il faut motiver. Oui, tout à fait, c'est-à-dire l'incitation fiscale. Mais dans l'absolu, connaissant un peu nos politiques, la taxe, c'est ce qu'il y a de plus facile à réaliser. Pourrait-on imaginer cette fameuse taxe sur le kérosène, enfin la recette de cette fameuse taxe sur le kérosène que l'Union européenne agite un petit peu, à un fonds dédié à la recherche sur l'avion durable, enfin, ou l'avion propre, l'avion zéro émission, dans l'absolu, oui, face à la pression politique. Il y a un moment où il faudra quand même que tous les acteurs de la filière aéroport... Peut-être juste dire d'abord que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui l'aviation n'est pas taxée. C'est-à-dire que certes, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. En revanche, il y a déjà la taxe dite Chirac, dont j'ai oublié le nom exact, mais enfin la taxe sur le billet d'avion. Et puis on a le système de quotas d'émissions européen, qui est aussi une forme de taxe sur le carburant. Donc il y a déjà aujourd'hui un coût du billet d'avion et un coût des émissions qui pourrait être affecté au développement des carburants durables, parce qu'on voit très bien qu'il y a un vrai enjeu derrière de faire émerger cette filière, et même si en effet c'est pas la solution à terme, on en a besoin à court terme. On en a besoin à court terme pour l'injecter dans les avions existants et pour faire baisser rapidement les émissions. Donc on a déjà aujourd'hui ces dispositifs, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand la Commission européenne envisage, et a raison d'élargir encore le champ des ETS pour couvrir l'ensemble des émissions, il faut que ces recettes-là soient affectées aux carburants durables et permettent de faire émerger le marché. Donc la taxe sur le kérosène, c'est encore une nouvelle couche, mais en tout cas il y a déjà des dispositifs aujourd'hui, et c'est vrai qu'en tout cas cette transition-là, elle mobilise clairement l'ensemble des acteurs, et ça ne peut se faire que quand on a un partenariat public-privé et un engagement de l'ensemble des acteurs concernés. Et c'est aussi ça, la condition du leadership que citait Marwan Laoud précédemment. Le seul complément de commentaire, c'est juste que, instruit par l'expérience, les couches successives de taxation, à chaque fois, ça devait aller dans le développement de l'aviation durable, et bizarrement, c'est allé ailleurs. Donc c'est tout. D'accord. Ah, une question dans la salle. Là, le micro, je ne maîtrise pas. Alors, ça sera une réponse
une question rapide et une réponse rapide. On disait que l'innovation va très vite dans le domaine de l'hydrogène liquide ou de l'avion plus électrique, full électrique. On parlait de certification, c'est un frein à l'innovation, mais c'est un frein nécessaire pour la sécurité des vols. La question est comment aller plus vite dans la certification en impliquant l'IASA, la FAA et justement accompagner l'industrie dans ce domaine-là. La certification, elle est lente quand il s'agit de transporter des passagers. Je suis assez frappé de l'accélération des certificateurs partout sur la planète quand il s'agit de faire de l'expérimentation. Et je crois qu'il faut jouer une interaction beaucoup plus étroite. C'est ce que fait l'industrie, me semble-t-il. Mais il faut aller beaucoup plus loin, y compris côté start-up, côté accélérateur de start-up. Enfin, cet écosystème qui n'est pas habitué. Il faut qu'il se rapproche du certificateur. Quand il s'agit de transporter des passagers, il faut être sérieux, ça prend du temps. Quand il faut expérimenter, on peut aller vite et le certificateur, je crois, est prêt à aller vite. Hein? Merci. J'en ai eu l'expérience personnelle en réalité. Merci Monsieur Laoud de conclure cette deuxième session de l'atelier Avion Propre et je vous remercie tous les trois. Une fois de plus d'être venus et puis d'avoir partagé vos éléments de réflexion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.